Bonjour, c'est Axel sur LC41. Aujourd'hui, je vais vous parler de perceptibilité électronique ou Electronic Conspicuity in English. Nous avons récemment vu l'émergence d'un certain nombre d'équipements ou même d'applications permettant la détection d'autres aéronefs en vol, apportant ainsi des informations supplémentaires en plus de nos yeux, qui sont, comme nous le savons, faillibles. En janvier 2021, Flyer Magazine, réputé magazine anglais, ont fait un test en vol de différents équipements que je vous invite à lire, en anglais, éventuellement avec l'aide de Google Translate, car cet article est très intéressant dans la mesure où il montre les limites des équipements testés. Je donnerai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. En complément de cet article, Ian Seeger a aussi fait une vidéo dans laquelle il parle plus en détail des résultats des tests en vol. Je laisserai aussi le lien dans la description ci-dessous. C'est maintenant à mon tour de rajouter mon petit grain de sel dans ce débat. Je m'excuse d'avance si mes propos peuvent choquer les âmes sensibles. The following film is intended for mature audiences and contains adult content, graphic language, graphic violence, nudity, and strong sexual content. Viewer discretion is advised. Et je vous assure que ce n'est pas mon intention. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle il y a un tel engouement pour ces systèmes en ce moment. Ensuite, je vais faire un tour d'horizon des technologies de perceptibilité qui nous sont proposées et je vous présenterai mes conclusions. Dans les années qui viennent, nous allons être de plus en plus nombreux à partager le ciel de France, même le ciel étranger, en particulier en basse altitude, voire à très basse altitude, car un nouvel aéronef va progressivement faire son apparition. Le drone ou aéronef sans équipage, autonome ou piloté à distance. Tout ce petit monde va devoir se voir et s'éviter, y compris de petits engins qui ne font pas plus de 40 cm de diamètre, donc encore plus difficile à apercevoir qu'un avion de 10 mètres d'envergure. D'autant plus qu'entre deux avions, il y a au moins deux paires d'yeux qui scrutent le ciel, une dans chaque appareil pour voir et éviter. Lorsque l'un des deux appareils est autonome ou commandé à distance, il ne reste plus qu'une paire d'yeux, l'autre paire d'yeux étant rivée sur un écran sur lequel apparaît, du moins faut-il l'espérer, les aéronefs avec équipage, afin que l'opérateur, qui est bien confortablement installé dans un fauteuil, tel que je le suis actuellement, en sécurité au sol, puisse prendre des dispositions pour éviter la collision. En avril 2021, CERA a été modifié par le règlement EC 2021-666 qui introduit l'obligation de se rendre électroniquement perceptible dans les espaces aériens U-Space. Cette obligation entrera en vigueur le 26 janvier 2023. En même temps, d'autres règlements ont été publiés concernant la fourniture de services de contrôle et d'information dans les U-Space par des prestataires de services U-Space, des organismes privés. Cette exigence de perceptibilité dans les espaces U-Space, hors espace aérien contrôlé, se rajoute à l'exigence de perceptibilité électronique en espace aérien contrôlé et en TMZ, ce à quoi sert le transpondeur aujourd'hui. Malheureusement, le transpondeur n'est pas adapté à cette nouvelle utilisation, car il ne peut pas être positionné dans l'espace, à moins que ce ne soit à l'aide d'un radar secondaire, et comme une bonne partie de l'espace se trouve potentiellement en dessous de la couverture radar, on a besoin de déployer d'autres moyens de surveillance pour cette partie de l'espace aérien. J'allais dire l'espace aérien. Nous ne connaissons pas aujourd'hui l'étendue et les plafonds envisagés pour les U-Space, car l'implémentation est laissée à l'appréciation de chaque autorité nationale. Les U-Space auront un impact sur l'aviation générale, hélicoptère, ainsi que sur la pratique des sports aériens, parachutisme, ballon, paramoteur, parapente, vol à voile et même aéromodélisme. C'est juste qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mesurer cet impact.
Une consultation publique est actuellement en cours sur les nouveaux AMC-GM de CERA 6005. L'AESA propose en gros 3 moyens pour se conformer à CERA 6005 Charlie. Premièrement, l'ADSB out en Extended Squitter sur 1090 MHz, ainsi que l'ADSB sur 878 MHz en UAT. Deuxièmement, le SRD 860 MHz, qui rassemble des équipements comme par exemple FLARM. Et troisièmement, avec une application mobile exploitant le réseau mobile public. Qu'est-ce que c'est que l'ADSB? L'ADSB est l'outil de surveillance de la circulation aérienne du futur. Aujourd'hui, ce sont les radars secondaires qui reçoivent les données ADSB qui sont émises par certains transpondeurs mode S reliés à un GPS. C'est ce que l'on appelle le 1090 ES. Les données ADSB contiennent la position et l'altitude GPS de l'aéronef et encore d'autres informations, comme par exemple la vitesse sol. Les données ADSB sont émises de manière autonome par l'avion chaque seconde et on peut les recevoir avec une simple antenne, et c'est d'ailleurs ce que fait Flight Radar 24. Tous les avions de plus de 5700 kg ou capables de voler à plus de 250 nœuds ont obligation d'être équipés en 1090 ES d'ici juin 2023. Aux États-Unis, tous les avions qui volent en espace aérien contrôlé, quelle que soit leur taille, doivent être équipés depuis janvier 2020. Il existe une deuxième bande de fréquence pour la DSB que l'on appelle UAT 978. Cette bande de fréquence est celle privilégiée par l'aviation générale aux États-Unis car elle permet d'utiliser des équipements meilleur marché et de recevoir des informations trafic sur les modes C et les modes S, ainsi que des informations en vol comme l'activation de zones réglementées et la météo. Ces services supplémentaires permettent quelque part de justifier un coût d'investissement de notre part. Aujourd'hui, la situation est que l'Europe a imposé aux compagnies aériennes de lourds investissements pour équiper leur flotte en ADSB, pour l'instant sans aucun retour sur investissement, dans la mesure où l'ADSB est peu ou pas utilisée par les systèmes de surveillance européens, notamment en France. Dans un rapport, Eurocontrol écrit « The largest obstacles to wider implementation of ADSB are the lack of a European mandate on the light aircraft segment and the threat of radio frequency interference primarily targeted at GNSS. Les plus gros obstacles à l'implémentation de l'ADSB est l'absence d'une obligation pour le segment des avions légers et la menace d'interférences électromagnétiques, surtout dirigées vers le GNSS. Alors, vu comme ça, combien de temps pensez-vous que cela va prendre avant que les avions légers aient l'obligation de s'équiper en ADSB? Certains pays européens ont déjà bien avancé dans le déploiement d'outils de surveillance ADSB, dont l'Allemagne, la Norvège, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et Malte. Parmi les avantages perçus sont la réduction des coûts d'exploitation de la surveillance, dans la mesure où on peut arrêter des radars secondaires, que l'on n'a donc plus à entretenir, ainsi que des améliorations dans la qualité de la surveillance. En France, la stratégie de la DSNA, datant d'avril 2019, se contente de déployer des stations sol ADSB en Outre-mer. Une station sol est aussi déployée à Bastia pour améliorer la surveillance. Au Royaume-Uni, au Danemark et en Autriche, des stations sol UAT ont déjà été déployées à titre expérimental en collaboration avec la société U-Avionics. Flight Radar 24 opère probablement le plus grand nombre de stations sol ADSB-IN dans le monde.
Et en fouillant un peu sur Flight Radar 24, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'avions légers qui sont équipés d'ADS-B Out, même si cela ne sert pour l'instant à rien puisque le contrôle n'exploite pas cette information. Beaucoup d'appareils récents, WT9, Sportstar, Savannah, Sonaka, mais aussi des Robins, des Cessna 172, PA-28, ce COSI que l'on voit au roulage à Toussus, ou mon propre avion au roulage à Saint-Brieuc. En revanche, les avions déjà équipés d'ADS-B Out avec une source de position certifiée n'ont a priori aucun souci à se faire pour les espaces USPAS et ils sont prêts pour le futur. L'AESA propose aussi que le FLARM et d'autres systèmes exploitant la bande de fréquence des 860 MHz, comme Pilot Aware Rosetta, fassent partie des systèmes permettant de se conformer aux nouvelles exigences de perceptibilité électronique. Alors, je ne veux nullement remettre en cause l'utilité de FLARM, qui a depuis longtemps trouvé son public dans la communauté du vol à voile, et j'ai beaucoup d'admiration pour l'ingéniosité des concepts développés par Pilot Aware, mais je pense que si le SRD 860 était choisi, nous passerions à côté d'une opportunité d'être tous sur la même longueur d'onde, au sens propre. À quoi ces systèmes vont-ils nous servir collectivement si tout le monde choisit un système différent et qu'ils ne sont pas interopérables les uns avec les autres? Et en plus, dont le fonctionnement dépend parfois d'efforts de volontaires qui installent et opèrent des stations sol sans fournir de garantie sur la qualité de l'installation ou sur le bon fonctionnement du réseau. On peut dire qu'un système est mieux que rien du tout, et pouvoir acquérir une partie du trafic est mieux que rien, mais là on parle de s'équiper pour répondre à une exigence réglementaire posée par CERA 6005 Charlie, qui va permettre aux drones de nous éviter. Donc c'est quand même important que le système fonctionne correctement. Par ailleurs, l'Europe ne pourra pas favoriser un produit plutôt qu'un autre. Il faudrait donc que les constructeurs de ces produits puissent se mettre d'accord sur une norme commune permettant l'interopérabilité de leurs produits, afin qu'ils puissent remplir le cahier des charges de l'AESA. La proposition la plus surprenante est de pouvoir utiliser des applications mobiles qui enverraient la position GPS à un serveur à travers le réseau public mobile et qui retransmettrait cette donnée au prestataire de services USpace. Cette suggestion est d'autant plus surprenante que la société Horvat, à laquelle l'AESA a demandé un rapport de faisabilité, a rendu des conclusions indiquant qu'il y avait d'importants obstacles réglementaires et techniques concernant l'utilisation du réseau mobile en l'air, et qu'il y a des obstacles techniques à l'utilisation d'un téléphone portable pour remplir cette fonction de perceptibilité. Lever ces obstacles nécessite des investissements conséquents des opérateurs qu'ils n'ont aucun espoir de pouvoir récupérer sous forme de revenus supplémentaires, donc aucun retour sur investissement, bien au contraire. Très surprenant aussi, l'AESA ouvre la porte à l'utilisation d'équipements non installés pour se conformer à l'obligation réglementaire de se rendre visible aux prestataires de services USPAS. On pourrait donc poser un petit boîtier de la taille d'une boîte d'allumettes sur la visière, ou l'accrocher à une vitre avec une ventouse, et hop, on est conforme. À condition que cet équipement soit marqué CE, et ça c'est même pas une blague. Peu importe que le signal ne rayonne pas en dehors de l'avion, ou du moins que l'on n'ait aucune garantie sur la qualité du signal en dehors de l'avion, ce problème est très bien illustré par un service en cours de développement par Pilot Aware, qui grâce à son réseau de stations sol, mesure la puissance d'émission des trafics détectés et crée des cartes polaires. Voici de quoi ça a l'air lorsque le signal est bien diffusé, avec un minimum de masquage
par des parties de l'avion ou par les occupants. Et voici de quoi ça peut avoir l'air si l'antenne est mal positionnée. Et pour terminer, un petit clin d'œil à low fuel avec cette carte polaire d'un Pilot Aware dans un cabri dont le signal est masqué en secteur arrière par la cloison pare-feu. Et si jamais on se mange un drone, comment justifier que l'on a bien respecté l'obligation d'émettre ce signal s'il n'a pas été reçu par le fournisseur de services USPAS? Je vous renvoie à cet excellent article dans Flyer Magazine où ils ont testé plusieurs systèmes de perceptibilité électronique en vol, ADS-B, FLARM, Pilot Aware, et qui décrit très bien le problème. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo de Pilot Aware et leur service Vector, et je laisse les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. En ce qui concerne les équipements portables, je suis en revanche très favorable aux équipements de réception ADS-B portables, même si on a les mêmes problèmes de masquage en réception que ce que l'on a en émission, car il n'y a aucune obligation réglementaire à avoir un système d'information trafic. S'équiper en ADS-B in et un traffic display, donc un écran sur lequel on affiche les trafics, peut être extrêmement coûteux, tandis qu'un récepteur ADS-B in posé sur la casquette permet de recevoir l'information trafic et l'afficher sur une tablette dans ForeFlight, SkyDemon ou autres produits à moindre coût, mais sans obligation de résultat. Donc toujours regarder dehors. Je serais également favorable à ce que tous les objets volants soient électroniquement perceptibles en ADS-B, si cela peut nous éviter de nous prendre un drone dans la tronche ou éventuellement un ballon sonde et rendre le casque de low fuel obsolète, c'est toujours ça de gagner. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de perceptibilité électronique ni de l'ADS-B. La consultation publique NPA 2021-14 est en cours jusqu'à mi-mars. Je vais dire tout le bien que je pense de l'ADS-B et de l'UAT et des services FIS-B et des services TIS-B que j'appelle de mes voeux. L'ADS-B est la solution de surveillance du ciel du futur et il faut donc prévoir de s'équiper à terme. Si votre transpondeur mode C doit être remplacé dans un avenir proche, autant le remplacer par un transpondeur capable d'émettre en ADS-B sur 1090 MHz en Extended Squatter, prévoir une source GPS S-Bass qui pourrait l'alimenter. Je ne sais pas quand on prévoit de déployer les premiers USPAS en France, ni leur étendue, ni leur plafond. Je suppose que cela ne se fera pas du jour au lendemain, que le déploiement sera progressif et qu'il n'y a donc pas d'urgence folle de s'équiper de systèmes de perceptibilité conformément à CERA 6005C. Mais sachez qu'à Pontoise en ce moment, l'aérodrome est fermé par période pour qu'ils puissent tester des drones à partir de Pontoise. Et cela jusqu'à 1000 pieds. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite de très bons vols, mon avion est actuellement AOG, Aircraft on Ground, en attente de pièces qui sont coincées à la douane à Roissy. Je ronge mon frein, j'espère d'être de retour dans les airs très bientôt. Et dans cette attente, je vous souhaite une bonne fin d'hiver. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.